Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix Compte sur LCP Canal 8. C'est vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien c'est à vous que nous donnons la parole ce soir pour une émission consacrée à notre planète alors que la COP30 bat son plein au Brésil et que nous regardons ailleurs. L'environnement n'est plus que la 6e préoccupation des Français, très loin derrière le pouvoir d'achat, l'avenir de notre système social ou la délinquance. Pourtant, tout est là, à nos portes. La canicule, les maisons fissurées, les inondations, les tempêtes, la pollution. 3 députés ont accepté de venir en parler avec vous ce soir et vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions. Bonsoir Sandrine Lefeur, députée Ensemble pour la République du Finistère. Bonsoir Léa Balagel-Marquis, députée écologiste de l'Essonne. Et bonsoir Sébastien Imbert, député Rassemblement National des Vosges. Merci à tous les 3 d'être là. Léa Balage, députée de Paris, évidemment, pardonnez-moi. Pas grave, je suis née dans l'Essonne. Voilà. Ça compte. Ça compte aussi. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public ce soir. Je salue également la sémiologue Mariette Darigrand qui va m'accompagner ce soir. Mariette interroge le sens des mots. Elle va faire très attention à ceux que vous prononcerez ce soir, quitte à vous reprendre. Et elle va aussi nous éclairer ce soir sur un mot, Mariette. Vous ne serez pas étonné que ce soit le mot climat de l'île, évidemment, puisque nous allons parler de ça. Voilà pour le programme ce soir. A priori, comme je dis toujours, parce que cette émission, c'est vous qui allez la faire. Je compte sur vous. Chez vous, installez-vous confortablement parce que chaque voix compte. C'est parti. Et je voudrais commencer cette émission avec une photo de Paris. Ceci n'est pas un montage. C'est une photo de Paris sous une couche de 20 cm de neige qu'aucun d'entre nous ici n'a pu vivre puisque c'était un 14 novembre. Mais c'était en 1919. 106 ans plus tard, aujourd'hui on a déjeuné en terrasse en bras de chemise. Il a même fait 27 degrés à Biarritz où certains se sont même baignés sur la grande plage. Sébastien Thomas, présentateur météo-climat de France Télévisions, est en direct avec nous ce soir. Merci d'abord Sébastien d'être là. On dit toujours qu'il ne faut pas confondre la météo et le climat, Sébastien. Mais cette vague de douceur qu'on compare à cette couche de neige d'il y a 106 ans, est-ce que cette vague de douceur, elle doit nous interpeller aujourd'hui ? Oh, je pense qu'elle nous interpelle tous, parce que c'est vraiment la traduction concrète. C'est la signature thermique du réchauffement climatique. Je vais vous donner encore un petit chiffre pour qu'on prenne bien la mesure de ce qu'on a vécu là, ces derniers jours. Parce qu'il a fait effectivement très doux dans le sud-ouest, c'est aussi dû à l'effet de Föhn, c'est-à-dire ce vent qui, passant les Pyrénées, réchauffe l'atmosphère. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, il y a l'air qu'on a au-dessus de nos têtes. En gros, entre le sol et 10 000 mètres d'altitude, eh bien, vous avez des masses d'air. Et cette masse d'air-là, elle a une température qui, ces derniers jours, a quasiment atteint les 20 degrés, à 1500 mètres d'altitude. 20 degrés à 1500 mètres, on se dit, bon, d'accord, on est au mois de novembre, bon. Eh bien, 20 degrés à 1500 mètres d'altitude, pour vous donner une idée, c'est une température qu'on avait beaucoup de mal à atteindre l'été au XXe siècle. Donc là, en fait, on a vraiment une traduction concrète de la manière dont on vit aujourd'hui dans un climat réchauffé. Et c'est vrai que le réchauffement climatique, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est déjà depuis de nombreuses années. Juste un autre chiffre, et après j'arrête de vous embêter avec mes chiffres, puisque vous avez parlé de la COP30 tout à l'heure. La COP21, les accords de Paris, c'était en 2015. Eh bien, les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis l'histoire des relevés, ce sont les 11 années qui ont lieu sur la planète depuis 2015 jusqu'en 2025. Eh bien, merci Sébastien d'avoir posé les termes de notre débat de ce soir, parce qu'effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique, la 30e conférence sur le climat, la COP30, s'est donc ouverte lundi dernier pour 15 jours à Belém, au Brésil, avec une bataille en vue entre pays sur l'urgence et les moyens de contenir ce réchauffement climatique. 2 minutes pour comprendre avec Stéphanie Despierres. C'était il y a 10 ans, c'était historique. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Avec une certaine émotion, le président de la COP21 valide l'accord de Paris. Pour la première fois, 195 pays se donnaient pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés. 10 ans plus tard, à la COP30 à Belém au Brésil, il y a beaucoup d'absents sur la photo. Les plus gros pollueurs, la Chine, l'Inde, ne sont pas là. Donald Trump non plus. Il estime d'ailleurs avoir gagné la guerre contre le canular du changement climatique.
L'ONU, elle, appelle les pays présents à ne pas se résigner. Il nous reste énormément de travail à accomplir. Se lamenter n'est pas une stratégie, il nous faut des solutions. 10 ans après l'accord de Paris, l'échec est criant. 2025 serait la 3e année la plus chaude jamais enregistrée. Le monde n'a pas réussi à limiter le réchauffement. Il a dépassé les 1,5 degré l'année dernière. Il pourrait atteindre plus 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. Les accords de Paris n'ont pas été complètement inutiles. Sans eux, on serait à plus 4 degrés en 2100. Mais les émissions de gaz à effet de serre augmentent toujours, plus 1,1% en 2025. Si les énergies renouvelables ont connu une croissance fulgurante, le monde consomme toujours trop de pétrole et trop de charbon. Alors à la COP, le président brésilien veut impulser la sortie des énergies fossiles. Malgré les progrès, 2024 a enregistré un nouveau record d'émissions de carbone du secteur énergétique. Le taux le plus élevé depuis 1957. Les incitations financières vont souvent à l'encontre de la durabilité. Sauf que Lula, à lui tout seul, incarne les contradictions des dirigeants dans la bataille pour le climat. Il veut faire de son pays le 4e producteur mondial d'or noir et il vient de lancer l'exploration pétrolière au cœur de l'Amazonie. Voilà, tout est posé pour le débat de ce soir et je remercie encore le public d'être là et d'avoir voulu interroger ce soir 3 députés, 3 de vos représentants à l'Assemblée nationale. Je voulais vous donner un chiffre. 71% des Français veulent aujourd'hui que leur parti s'engage davantage pour l'environnement. C'est un sondage qui est sorti ce matin du WWF. De la gauche à l'extrême droite, les électeurs demandent plus de mesures pour protéger la nature. Et vous allez voir, l'écologie n'a pas de couleur. La proportion atteint 95% chez les sympathisants écologistes, 81% chez les socialistes, 63% chez les électeurs du RN. Je voudrais donner la parole à Théo. Théo, où êtes-vous ? Je suis là. Bonsoir Théo, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Ce qui me préoccupe le plus actuellement, c'est, je me reconnais beaucoup dans ces pourcentages, c'est en fait l'absence de prise en compte de véritablement la question écologique. On parle beaucoup de la crise du pouvoir d'achat. En ce moment, on est beaucoup sur la dette, sur évidemment l'immigration. Mais en fait, tous ces sujets sont pour moi, vraiment des manifestations de quelque chose de beaucoup plus large qui est en fait le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources. Sur la question de l'immigration, par exemple, je peux m'adresser directement aux députés du Rassemblement national. L'ONU nous dit, et on sait très clairement que les effets du réchauffement climatique vont accentuer l'immigration, que ce soit à l'intérieur de l'Afrique, par la désertification de certaines zones. Et ensuite, évidemment, sur la question de la crise de la dette, il me semble évident que pour donner confiance aux investisseurs et pour assurer que la France devienne un pays stable, il faut dès maintenant investir dans cette transition écologique pour que justement, dans le futur, on n'en pâtisse pas et qu'on ne prenne pas cette crise du réchauffement climatique de plein fouet. Alors vous pointez 2 choses. Vous pointez un manque d'information sur l'écologie, un manque de prise en compte de l'écologie dans les décisions politiques et un manque d'investissement vraisemblablement dans les politiques qui sont décidées en ce moment. Oui. Alors, qui veut lui répondre ? Alors, si vous voulez, je peux répondre puisque j'ai évidemment été interpellé. Nous, ce que nous disons, évidemment, c'est qu'il faut une écologie de bon sens. C'est qu'aujourd'hui, on a une écologie, c'est vrai, qu'on peut qualifier d'écologie punitive à l'échelle de la France. Pourquoi ? Parce que la France a fait déjà beaucoup d'efforts sur le plan écologique, se classe aujourd'hui parmi les meilleurs élèves au monde, puisque la France, c'est 0,7% des émissions de CO2 dans le monde, et la moitié de son empreinte carbone est due, si vous voulez, aux importations. Donc ça veut dire qu'il faut, au bout d'un moment aussi, arrêter de culpabiliser les Français qui n'y sont pour pas grand-chose, finalement, aujourd'hui, sur la situation mondiale. Parce que des bons choix politiques ont été faits ces 40 dernières années, je pense notamment au nucléaire, qui nous permet d'avoir une énergie propre, abondante et décarbonée. Je pense qu'aujourd'hui, nous qui sommes aussi des élus des campagnes, avoir mis des éoliennes et des parcs solaires partout pour défigurer nos territoires, alors qu'on est sur des équipements
à 15% de facteur de charge, donc totalement inutile dans le mix électrique français. Ça n'a pas été la solution et ça a aussi créé du ressentiment dans la ruralité. Je pense qu'il faut revenir à une écologie de bon sens, c'est-à-dire ne pas souscrire à des traités de libre-échange, par exemple comme le Mercosur, où finalement vous demandez aux agriculteurs en France d'être dans une forme de décroissance à travers le Green Deal. Et ce qu'on ne produira pas ou plus en France, on va l'importer d'ailleurs, dans le monde. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a une empreinte carbone qui explose. Mais si vous voulez, ces choix politiques qu'on fait, il faut les faire. C'est-à-dire, c'est les pays comme la Chine ou les États-Unis qui doivent les faire prioritairement. La France y a pris sa part et je crois qu'on doit collectivement aujourd'hui s'en satisfaire, même si évidemment on peut encore faire beaucoup de choses sur le plan écologique, mais il faut une écologie de bon sens et pas une écologie punitive. Alors vous l'aurez peut-être compris, moi je m'inscris en faux avec les propos de mon collègue, notamment sur les énergies renouvelables. Mais je ne suis pas là pour débattre avec lui. On a toute l'occasion de débattre en séance et en commission, mais je suis là pour plutôt vous répondre. Et vous avez raison, aujourd'hui, en ce moment, l'écologie est un peu sur un arrière-plan, alors que depuis 2017, on a fait des choses, peut-être pas assez, peut-être qu'on n'y va pas assez fort et assez loin. Mais en tout cas, au niveau international et au niveau national, on a passé beaucoup de lois. Je pense à la loi climat et résilience, à la loi mobilité et à bien d'autres. La France a une responsabilité. Elle est certes pas responsable de toutes les émissions mondiales, mais elle a une forte responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle est regardée au niveau mondial. Et c'est très important qu'au niveau européen et au niveau mondial, la France s'engage et s'engage plus que les autres pays pour donner le ton au niveau mondial et pour ne pas laisser ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en Chine et en Inde, des pays qui se désinvestissent de ces questions-là. Et donc, on doit tout le temps être mobilisé sur ces questions. Vous savez, moi, je suis agricultrice. Le réchauffement climatique, on pourra y revenir, mais je vois ses conséquences tous les jours sur mon exploitation. Tous les jours. Et donc, il faut vraiment que collectivement, que ce soit les citoyens, les élus, on s'engage pour que ces questions-là ne passent pas à l'arrière-plan de nos débats. Léa Balage. Sur la question de la responsabilité de la France et la place de la France dans tout ce débat-là, dans ses émissions de gaz à effet de serre, dans sa responsabilité d'apporter les solutions. Au-delà de la position de la France sur la scène internationale, il y a aussi sa responsabilité parce qu'on a les moyens financiers, les moyens technologiques d'apporter des solutions et donc c'est aussi notre rôle de pouvoir le faire, c'est notre responsabilité au-delà d'une posture un peu morale qui consisterait à dire que la France doit être un phare qui éclaire l'ensemble du monde parce qu'on n'est plus là dans les relations internationales. Sur ce que vous avez pointé, sur justement la question du pouvoir d'achat. Les questions écologiques, elles sont tout à fait liées aux questions de pouvoir d'achat. Quand on prend par exemple la rénovation thermique, c'est assez simple à comprendre. Quand on rénove un logement, ça permet de faire des économies sur sa facture, des économies aussi en termes d'énergie et donc de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi pourvoyeur d'emplois, c'est des emplois locaux non délocalisables. Et en réalité, moi, ce que je reproche pas aux citoyennes et aux citoyens, mais à nos responsables politiques, c'est de ne pas avoir irrigué l'ensemble de nos politiques publiques de cette question-là, de la question d'une justice climatique, parce que ce sont d'abord les plus précaires qui ont les plus grands effets dévastateurs sur leur vie à cause du réchauffement climatique, mais aussi la question des ressources comme l'eau. Eh bien, en réalité, plus elles deviennent rares, plus elles deviennent chères, et donc on a des problématiques d'accès à l'eau de bonne qualité, parce qu'on voit dans certains villages qu'ils sont obligés de boire de l'eau potable qui vient de bouteilles en plastique. Eh bien, on ira tout à l'heure dans l'Aude précisément pour voir ça. Mais voilà, donc cette question du partage de la ressource, qui est un bien commun, qui doit être, c'est comme un gâteau, on le partage de manière juste et équitable, d'autant plus qu'on ne peut pas le renouveler, eh bien, c'est aussi une dimension de justice. Et donc, quand on parle de pouvoir d'achat, on peut aussi parler d'écologie. C'était surtout ça que j'avais envie de vous dire. C'est toujours la même chose, on oppose les problèmes de fin de mois aux problèmes de fin du monde. Elona, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante à Paris, mais vous venez de l'arrière-pays niçois. Et alors vous, ce qui vous agace, c'est le décalage entre les réalités rurales et l'écologie parisienne. C'est ce qu'on s'est dit en préparant cette émission. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, moi, une question qui me taraude par rapport à l'écologie. J'ai toujours été éduquée avec une bonne éducation écologique, ne serait-ce que pour le tri ou pour le fait de jeter ses affaires par terre.
ce qui a fait partie de mon éducation. Mais maintenant que je suis à Paris, en étant étudiante, il y a une question qui revient assez fréquemment. C'est après toutes ces décisions qui ont été prises à Paris, les effets sur la fracture que ça a créée entre les personnes aisées et les personnes moins aisées. Donc, par exemple, je parle en l'occurrence de ma famille. On crée, je trouve, une fracture complète dans le sens même de l'écologie. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une prise de l'écologie qui est censée être dans l'éducation de tous pour en faire des débats mis en avant, alors que les premiers à en pâtir, justement, sont les personnes à faible revenu. Mais vous parlez justement de votre famille. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez? Donc je comprends que vous venez d'une famille modeste et que ce que vous nous dites, c'est que l'écologie, vous n'en avez pas les moyens. Alors non. Étant donné que je suis étudiante, quand on me demande d'acheter une voiture qui est classée 1 ou alors d'acheter une voiture électrique, on en a pour 20 000 €. Même quand on veut essayer de regarder ce que je fais beaucoup en seconde main, c'est impossible pour moi de pouvoir acheter ce genre de voiture. Également pour la nourriture, moi j'ai toujours été éduquée avec ne serait-ce que des concombres ou des tomates du jardin. C'est impossible pour moi d'acheter actuellement dans les marchés des produits français, ce qui me fait beaucoup de peine parce que, en l'occurrence, du coup, je participe littéralement à tous ces problèmes écologiques. Et de plus, quand j'en parle avec ma famille qui habite du coup dans les campagnes, la première réaction qu'ils ont, c'est de me dire mais nous, on voulait reconstruire par exemple nos maisons, on reconstruit nos voitures, on fait nos propres potagers, on s'occupe de nos propres animaux. Et aujourd'hui, on nous demande de mettre en avant, d'écouter des prises politiques, des positions politiques qui viennent de Paris, qui n'ont pas justement cette éducation-là que nous, on a pu avoir. Et en fait, je vois justement que eux en pâtissent. Moi, j'habite à Paris, donc c'est différent, mais je le vois également en étant étudiante, en ne pouvant pas reproduire ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et le potager à Paris, on oublie. De toute façon, oui, un peu compliqué. Mais en tout cas, acheter des produits locaux, quoi. Enfin, des produits français. Voilà. Mais juste... Désolée pour terminer, mais la première réaction qui vient souvent, c'est mais la Chine, 15,24 gigatonnes en France. On est sur 366 mégatonnes. Alors, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Sébastien Imbert, sur les importations. C'est-à-dire que tout est lié en réalité. Et on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, avec notamment les petits colis chinois. Chine notamment. Est-ce que ça aussi, ça doit faire partie de la réflexion dans une Assemblée nationale, dans la réflexion globale sur la politique écologique, l'environnement et ce qu'on prend en compte? Je pense que le modèle, effectivement, qu'on doit défendre est plutôt un modèle localiste par rapport au modèle mondialiste dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Et c'est intéressant ce que vous disiez, puisque vous parlez d'une écologie de bon sens qu'on a dans nos campagnes, et c'est vrai qu'une partie des décisions politiques qui sont déconnectées des réalités territoriales. C'est vrai sur la voiture électrique, c'est vrai aussi sur les ZFE, qui finalement créent une espèce les zones à faible émission, supprimées en mai dernier. C'est ça, mais qui créent dont vous réclamiez la suppression. Dont on réclamait la suppression et dont on a obtenu la suppression lors de la loi de simplification, qui finalement discriminait les personnes les plus modestes, notamment qui vivent à la campagne et qui devaient se rendre dans les centres-villes de nos plus grandes métropoles. Et ça, c'est une mesure typiquement de ségrégation sociale, tout comme lorsque on souhaite inciter par idéologie à utiliser le vélo comme moyen de locomotion au quotidien à la campagne, alors qu'on sait qu'il faut faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir aller au travail, pour accéder à la culture, à la santé, à l'école. Et évidemment que ce modèle-là, le modèle qu'on retrouve dans les grandes villes et dans les grandes métropoles ne peut pas se calquer dans nos campagnes.
Léa Balage, je vous vois sourire à ce que dit Sébastien Imbert. Oui, parce que moi, par idéologie, j'ai jamais demandé à un agriculteur de livrer en vélo cargo auprès des marchés ou de sa coopérative agricole. Donc, il n'y a pas d'idéologie à promouvoir le vélo dans les zones rurales. Je voudrais répondre sur 3 points. Le premier point, dans ce que vous avez dit, c'est cette fracture qui est souvent instrumentalisée, je trouve, entre les ruraux et les urbains. Parce que parmi les urbains, et vous en faites partie, il y a des ruraux. Et à Paris, singulièrement, il y a beaucoup, on dit souvent, on est des provinciaux exilés, parce qu'en fait, on est né, on a grandi autre part qu'à Paris, et on fait aussi la richesse de cette capitale. Et donc, on a des vécus qui sont différents et on a une responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique qui est différente. Les villes, c'est 70% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est dans les villes qu'on doit faire le travail de pouvoir lutter drastiquement contre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on ne demandera pas les mêmes efforts à une grande métropole qui pollue énormément parce qu'elle fait venir beaucoup de marchandises, parce qu'il y a des déchets qui sont envoyés, d'ailleurs souvent dans des banlieues, parce qu'à Paris, on fait venir les marchandises et on envoie les déchets dans les villes à côté. Eh bien, tout ça, on a une responsabilité dans les grandes villes de pouvoir agir de manière très massive sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Et dans les ruralités, c'est d'autres efforts qui sont demandés. Mais d'autres efforts, notamment, pas auprès des gens, mais auprès des services de l'État. Quand on a, dans certains endroits, plus du tout de trains qui permettent de desservir les petites communes, parce qu'il y a eu un désinvestissement massif dans ces transports du quotidien. Bien forcément, les gens, ils sont emprisonnés dans leur bagnole pour se rendre au travail parce que le train, il n'est pas fiable, il n'est pas propre, il est en panne 4 fois sur 10. Donc ça, c'est aussi comment est-ce qu'on donne le choix aux gens d'utiliser leur voiture ou de préférer le train s'ils le souhaitent. Ça, c'était sur la question de comment est-ce qu'on... C'est une opposition, moi, que je trouve un peu factice, même si je reconnais, les écologistes, on est parfois moqués dans les ruralités, mais on a par exemple Marie Pochon, qui est députée de la Drôme, et qui, elle, a dit... Mais en fait, la solution, elle vient des gens du terrain. Et ça, c'était le deuxième point dont je voulais évoquer avec vous. C'est la question notamment des cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le grand débat. Post-gilets jaunes. Les gilets jaunes, grand débat. Et dans toutes les mairies de France, on est allé noircir des cahiers pour demander nos revendications. Eh bien, toute cette documentation, c'est-à-dire vos voix, puisque chaque voix compte, eh bien, elles n'ont pas été lues, entendues. Et on a même eu une convention citoyenne sur le climat. Et les propositions n'ont pas été reprises sans filtre, comme il devait se dérouler selon la promesse du président Emmanuel Macron. Donc, en fait, les idées que votre famille porte, vos idées en tant que... rural venu à Paris, eh bien en réalité ces idées elles existent déjà dans le territoire français. Et ensuite le troisième point sur le fait que vous aimeriez pouvoir vous acheter des choses avec un impact environnemental un peu moins important. Et quand on dit voilà les gens ils achètent Chine ou ils achètent des produits manufacturés qui viennent de très loin, mais franchement il ne faut pas les culpabiliser. C'est la question aussi, et là encore on en reparle, du pouvoir d'achat. Quand on est étudiant et qu'on doit choisir entre payer son loyer ou bouffer, en fait c'est normal à un moment donné de ne pas acheter les tomates les plus bio, les moins pleines de pesticides, alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour la planète et pour notre santé. Et on le fait avec de la culpabilité, et ça ne devrait pas être la vôtre. Ça devrait être celle des gouvernements qui ne donnent pas aux étudiants la possibilité de vivre dignement parce que les bourses ne sont pas assez élevées et que par ailleurs, votre vie elle est trop chère, que personne n'a les moyens de vivre à Paris quand on est étudiant et qu'on n'a pas les parents pour nous aider. C'est ça la véritable injustice. Ce n'est pas votre culpabilité, et moi je la comprends, mais vraiment... je vous donne un conseil, débarrassez-vous-en et on va la remettre sur celles et ceux qui prennent les mauvaises décisions pour votre avenir. Didier, je peux dire votre âge? Vous pouvez prendre un micro. Vous avez 71 ans, vous êtes retraité, vous entendez l'inquiétude des jeunes qui sont avec nous ce soir sur ce plateau. Et vous, c'est cette inquiétude qui vous inquiète en fait? Oui, je m'élève un peu contre les... Je pense qu'il y a un hiatus, il y a un fossé qui s'est créé entre une écologie politique, et d'ailleurs ça se traduit de façon électorale, par des scores qui sont parfois relativement faibles, et une sympathie pour la nature, pour l'écologie, pour beaucoup de Français. On l'a vu d'ailleurs dans les chiffres. 71% des Français veulent que leur parti s'engage davantage pour l'environnement. Voilà. Et je fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire que j'ai pu voter écologiste, j'ai des sympathies pour des écologistes. J'ai croisé parfois dans ma région, à Nantes, François de Rugy,
pour qui j'ai de l'estime, parce que je crois qu'il représente bien une écologie pragmatique. Malheureusement, bon, il a quitté toute responsabilité aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et je fais partie de ces urbains nés à Nantes qui se sont éloignés de la ville parce que le coût était important. Et je suis devenu suburbain et je suis devenu rural, semi-rural. C'est-à-dire qu'en Nord-Loire-Atlantique, aujourd'hui, ma commune de Plessé est une commune écologiste, de vrais écologistes, des agriculteurs qui font des choses tout à fait positives. C'est une commune sur 3 départements, d'ailleurs, qui englobe 3 autres communes autour de Redon. Donc je vis bien la nature, je vois qu'elle n'est pas fichue, mais je souffre de cette angoisse. Je trouve que l'écologie est exceptionnellement anxiogène. Et je citerai un exemple, la cartographie météorologique contre laquelle je m'élève, qui est aujourd'hui, autrefois, la météo, c'était quand on avait le noir et blanc, c'était le noir et blanc. Hein. Ah, vous n'aimez pas que les températures soient rouges quand... C'est tout rouge aujourd'hui, quand il y a 30 degrés, la moitié de la France est en rouge. Ah, c'est le code couleur pour dire qu'on est au-delà des normales de saison. Voilà, quand il y a des orages, tout est zébré, de noir et de gris. Quand il y a récemment une tempête, on met des vagues submersion sur toutes les côtes atlantiques. Je pense que c'est tout à fait exagéré. Donc, ça explique que les gens se détournent de cette perception de l'écologie. On a du mal à regarder ça, quoi. Et en plus, les gens raisonnent. Ils voient bien que ce n'est pas complètement réel. Donc, il y a ça. Il y a aussi une culpabilisation permanente. On fait pas ci, on fait pas ça. On parle de dette écologique. C'est quand même très, très rude. Voilà, donc je me sens, je suis beaucoup de, je pense que je respecte beaucoup la nature, je m'y immerge, je la vis, je connais bien les agriculteurs à l'ancienne, il y en a encore, et qui sont parfois narquois quand on... Mais alors vous avez 3 députés devant vous, qu'est-ce que vous voulez leur demander ? Alors, écoutez, moi, je trouve qu'il y a un deuxième aspect des choses qui est, à mon avis, mal traité, c'est qu'on prend des décisions écologiques qui sont souvent peu évaluées ou mal évaluées, parce que les sujets sont complexes. On est dans des sujets éminemment complexes. Donc, sur n'importe quel sujet, Notre-Dame-des-Landes, ça laisse des traces dans ma région, hein, c'est pas oublié. Il y avait une décision régionale qui n'a pas été respectée, et le problème reste entier à Nantes avec cet aéroport. Et on a vu des activistes internationaux qui ont débarqué pendant des mois et des mois et qui ont cassé le choix qui avait été fait de façon régionale. Donc je trouve que quand les enjeux sont régionaux, la 69, on pourrait en parler aussi. Il faut laisser les régions décider. Il ne faut pas qu'il y ait des écologistes de l'Europe entière qui viennent foutre le... Mettre le brin. Mettre la pagaille, disons les choses. Donc, l'échelon régional est important dans cette écologie pragmatique. Et puis... Et donc, votre question ? Alors, ma question, vraiment, le suspense est intégral. Comment pouvez-vous, en tant que députés nationaux, faire en sorte que des décisions soient plus pragmatiques, plus proches des gens? Et parfois, peut-être, il ne faut pas prendre des décisions au niveau national. Ah, en fait, ce que Didier veut, c'est de la décentralisation. Vous pouvez lui répondre, Sandrine Lefebvre. Oui, moi, je partage en fait ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une écologie qui s'est politisée et une écologie qui reste sur des postures, en fait. Et ça, je trouve que c'est très problématique. Moi, si je me suis engagée en politique à 26 ans et si je me suis engagée sur ces questions écologiques en tant qu'agricultrice en agriculture biologique, c'est justement en me disant je ne vais pas faire des propositions que moi-même je ne sais pas appliquer chez moi sur mon exploitation. Voilà. Et donc tous mes votes sont guidés par cela. Et en fait,
on a pris des décisions, et ça rejoint un petit peu ce que disait Elona, on a MaPrimeRénov' qui peut accompagner les ménages les plus modestes vers la rénovation de leur logement. Oui, mais par exemple, dans le budget 2026 que vous êtes en train d'examiner, l'enveloppe de MaPrimeRénov', elle a été considérablement réduite pour n'être réservée plus qu'aux foyers modestes. Et finalement, si l'enjeu c'était de protéger la planète, il concerne tout le monde. Non, mais bien sûr. Alors, non, mais on est d'accord, mais on a quand même les foyers modestes, c'est eux qui ont le plus de difficultés et qui ont les logements les plus insalubres, et c'est vraiment eux qu'il faut flécher. Mais on est d'accord que sur MaPrimeRénov', le budget, il n'est pas à la hauteur. Ça, c'est clair, on a besoin de flécher beaucoup plus. Mais on a le leasing social, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en œuvre des politiques. On parlait des ZFE. Les ZFE, pour moi, c'est une bonne chose. Il ne fallait pas les supprimer. C'est une bonne chose de les avoir supprimés? Non, non, c'est une bonne chose de les avoir mis en œuvre, et c'est une erreur de les avoir supprimés. Pourquoi? Parce que c'est 40 000 morts par an, la pollution de l'air. L'erreur qui a été faite sur les ZFE et sur d'autres politiques qui sont mises en œuvre sur les questions écologiques, c'est qu'elles ne sont pas concertées avec les territoires en amont. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des bonnes politiques publiques à mettre en œuvre, qu'on a mis en œuvre, mais elles n'ont pas été concertées dans les territoires. Et pour moi, il faut qu'on ait une ambition de transition nationale, mais il faut ensuite que l'écologie se décline sur chaque territoire. Pourquoi? Parce que chaque territoire est différent et chaque territoire vit l'écologie. Mais si on vous suit, les ZFE, il n'y en aurait pas eu de toute façon. Puisque vous dites qu'il faut des concertations avec chaque territoire. Mais en fait, dans sa propre ville, personne ne voulait de ces zones à faible émission. Dès lors qu'il avait une voiture à moteur thermique trop vieille et qu'il n'avait pas les moyens d'en changer. Non, pas du tout. Aujourd'hui, les ZFE ne sont plus obligatoires, mais on a des élus locaux qui souhaitent les conserver, qui les ont mis en œuvre et qui souhaitent les conserver parce qu'ils pensent que c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, il doit y avoir des concertations locales, territoriales, pour que chacun puisse avoir le moyen d'accéder à la grande ville. Moi, par exemple, chez moi, c'est Brest, donc il faut que ceux qui veulent accéder à Brest puissent y accéder. Mais ce sont des bonnes politiques. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an prématurés. Donc on ne peut pas faire l'impasse. Et en plus, on est condamné par l'Union européenne parce que notre air est trop pollué en France et qu'on ne prend pas les mesures adéquates. Sur ce que vous avez indiqué sur la dette écologique, qui est une forme d'angoisse, et je comprends quand vous expliquez que c'est peut-être un mot un peu trop fort ou qui ne correspond pas à la réalité. Moi, je le transforme aussi en dette financière, parce que le coût de notre inaction climatique dans les 5-10 prochaines années va être bien plus important que si on investissait maintenant pour adapter nos villes, nos transports, etc. à la question du réchauffement climatique. C'est aussi le cas pour la manière dont on va aider les agriculteurs à pouvoir faire une transition vers d'autres modes de production, voire d'autres exploitations, parce que à Bordeaux, les vignobles, j'ai grandi à Bordeaux, vous voyez, on est tous des provinciaux exilés quand on habite à Paris, et bien en réalité, moi j'ai déjà rencontré des viticulteurs qui me disent je ne peux plus faire que du vin. Je vais rajouter des abricots. Bon, pour avoir les rendements et les revenus liés à ces abricots, eh bien, en réalité, il faut être accompagné, donc avoir des revenus de transition. Tout ça, en fait, c'est des choix politiques. Donc moi, je pense que l'écologie, c'est une question politique dans le sens où, en fait, c'est le modèle de société qu'on veut. Comment est-ce qu'on partage une ressource qui est commune et qui est rare et qu'on ne souhaite pas que ce soit les plus riches qui décident ou qui se l'accaparent? Comment est-ce qu'on préserve des effets du réchauffement climatique les plus vulnérables? C'est des choix politiques et on ne peut pas laisser une forme de main invisible d'une marché ou je ne sais quoi gérer ça. Et donc moi, je revendique que l'écologie, c'est une question politique et je n'ai pas de honte à cacher l'écologie politique comme une vraie revendication et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée. Dernier point sur la question locale. Vous avez tout à fait raison sur le fait que les solutions locales, ce sont les plus intelligentes et ce sont les plus efficaces. Et là, moi, je suis extrêmement en colère parce que, vous savez, il y a un fonds vert, qui est un fonds qui permet d'aider les collectivités territoriales à pouvoir s'adapter au réchauffement climatique. Dont le budget a été signé à 600 millions d'euros pour l'année prochaine, voilà. Et on est passé en période électorale. Vous savez très bien que les projets ne vont pas se concrétiser cette année. Non, mais sauf qu'en fait, déjà l'an dernier, il a été coupé de moitié. L'an dernier, on n'était pas en période électorale. Il a été coupé
de moitié. Les collectivités territoriales, c'est le filet de sécurité pour tout le monde sur le réchauffement climatique. C'est celles qui vont permettre à nos écoles d'être rénovées. Donc les gamins vont pouvoir aller à l'école et ne pas faire que classe de 8h à midi. Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Vous savez très bien qu'il y a la DSIL, il y a la DETR, il y a plusieurs fonds, il n'y a pas que le fonds vert. Et quand aujourd'hui les départements en France nous disent on ne tient plus et on demande des subventions d'urgence parce que ça ne tient plus, eh bien en réalité on a un problème parce que les départements qui ne tiennent plus, c'est aussi des équipements qui ne vont pas être rénovés. Donc quand on ne donne pas les moyens aux collectivités territoriales de pouvoir prendre des bonnes décisions, on se retrouve avec effectivement des décisions qui sont mal acceptées et qui ont ni queue ni tête. Donc moi, je vous rejoins sur cette question de ce lien entre le local et sur l'évaluation concrète des politiques qu'on doit prendre. Les collectivités, quand même, il faut rétablir la vérité, les collectivités locales, depuis 2017, elles n'ont jamais eu autant d'argent, elles n'ont jamais été autant aidées à travers les différentes subventions, que ce soit la DETR, la DSIL, le fonds vert. Enfin, elles ont une multitude d'aides. Et elles n'ont jamais eu aussi peu de recettes. Non, c'est pas vrai. On leur a supprimé toutes les recettes. Non, c'est faux. La plupart des recettes. Elles sont compensées, elles ont les financements, elles ont des ressources pour pouvoir accompagner la transition. On a dit qu'on ne débattait pas entre nous. Non, mais sauf que la taxation qui reposait pour les collectivités, elles ont été compensées notamment sur la TVA. Donc en fait, sur la question d'un impôt qu'on paye toutes et tous quand on consomme. C'est un problème en fait, c'est un problème et les collectivités, elles doivent avoir des financements fléchés via une fiscalité qui leur est propre pour pouvoir mener les projets. Léa Balage, tout à l'heure vous parliez des viticulteurs bordelais. Il se trouve que demain vont manifester les viticulteurs de l'Aude parce que eux aussi sont directement touchés par une sécheresse historique. L'Aude et les Pyrénées-Orientales, c'est les deux pires départements. Ils traversent une sécheresse historique depuis maintenant 3 ans. On est en novembre et pourtant la préfecture de l'Aude a renouvelé le 7 novembre dernier son arrêté sur les mesures de restriction des usages de l'eau. Il y a des villages audois qui sont désormais toujours ravitaillés par camions-citernes. Reportage sur le terrain de Marion Becker et Perrine Ruffin. Depuis le 24 juin, tous les jours, le même balai. 4 fois par jour, ce camion vient ravitailler en eau d'Urban-Corbière et ses 650 habitants. Bonjour. Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va, et vous? C'est Moïse qui arrive. D'habitude, vous transportez quoi? D'habitude, du vin, mais il y a tellement longtemps que je fais de l'eau que c'est plus ce que c'est cette citerne que de faire du vin. Depuis le début de l'été, il livre 120 000 litres d'eau chaque jour. Heureusement qu'on a ces camions, sinon, pour vous donner une idée, là actuellement on doit être entre 80 et 90 cubes de ressources naturelles et on en consomme, alors ça dépend des jours, 160, plutôt 180, 190 cubes jour. Le problème, c'est la sécheresse. La Berre, la rivière qui traverse d'Urban, est à sec. C'est quand même catastrophique. Hein. Il y a 3 ans qu'on n'a pas vu une goutte d'eau. Les points de captage d'eau de Durban-Corbière s'épuisent les uns après les autres. En amont, on a un pompage dans la rivière, mais on sait très bien qu'à partir chaque année, à partir du mois de juin, ce pompage diminue. Heureusement qu'on a encore la source principale. La ressource en eau va devenir de plus en plus rare. On est sur le mois de novembre. En théorie, on devrait avoir des écoulements à cette période. Philippe Luzel est en charge de la gestion de l'eau dans l'Aude. Les projections de débit nous montrent qu'à l'horizon 2050, on serait sur des baisses d'hydrologie naturelle de l'ordre de 20 à 40%. Donc c'est moins de ressources en eau. Potentiellement plus d'évapotranspiration liée aux températures, donc un accroissement des besoins, et donc une pression accrue sur les milieux naturels et sur la ressource en eau. Vivre avec moins d'eau, une réalité que les habitants connaissent déjà. On sent vraiment le réchauffement climatique encore plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. Puis l'été, surtout l'été, c'est pas vivable ici. Hein. Encore l'hiver, on doit faire attention à l'eau. On pense à déménager. On aime beaucoup le coin, mon compagnon, il y a toute sa famille ici, mais on pense à déménager au moins une partie de l'année, revenir ici pour faire le romarin si c'est encore faisable. Même s'il fait gris, pas une goutte d'eau ce jour-là. La pluie se fait encore attendre sur l'Aude et les Corbières. Il n'y a pas besoin d'aller jusque dans les îles aux antipodes pour trouver des réfugiés climatiques. On entend ici des Audois qui disent on pense à déménager parce qu'on a
plus d'eau. Parce que quand on ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau, parce qu'on n'a pas le droit de la boire, parce qu'on est obligé d'attendre ces camions-citernes. Ça, c'est votre sujet, Seindé. Vous avez 27 ans, si je ne m'abuse. Vous venez d'être diplômé de 2 masters sur l'eau et sur les sols. Quelle est votre question ce soir, Seindé ? Du coup, bonjour et merci de parler de ce sujet et qui va permettre du coup aussi de parler justement des régions parce qu'en fait, actuellement, l'eau en France, elle est régie par les agences de l'eau. Et donc, en fait, c'est des agences qui sont par rapport à des bassins. Et donc, et c'est là justement que sont souvent... On va retrouver des comités scientifiques qui vont en fait discuter des questions de l'eau en travaillant avec tous les acteurs locaux. Donc ça va être les agriculteurs, les industriels, les habitants. Et en fait, du coup, en fait, ça existe des endroits où on va discuter réellement de tout ce qui va être lié de tout ce qui va être lié au problème d'eau dans un bassin, donc c'est régionalisé. Donc c'est pour ça que moi ça me fait un peu rire quand au final là on a des choses qui sont créées, des structures qui existent, mais au final c'est parfois des décisions qui vont se faire au niveau de l'État ou au niveau des députés qui sont finalement à l'antipode de ce que préconisent les scientifiques, notamment avec le plan éco-phyto, qui, pour le coup, parle de la pollution des eaux, mais c'est aussi un sujet qui est lié aux eaux, par exemple, qui a été mis en pause par Gabriel Attal l'an dernier, presque par caprice, alors que ça se basait sur un travail qui est fait sur le terrain par les scientifiques. Et en fait, moi, c'est là où est ma question pour les députés, c'est que les scientifiques, j'en ai eu comme professeur dans mes diplômes, ils sont là, ils sont au courant de ce qui se passe, ils vous alertent tous les jours en faisant de leur mieux, en faisant de la pédagogie, en produisant des travaux qui sont sourcés et qui sont concrets. Parfois, il n'y a même pas de débat sur un sujet, mais on se retrouve quand même à avoir un manque de volonté. Et moi, vraiment, c'est ce que je dis, il y a un manque de volonté, voire un manque de connaissance de la part de nos politiques sur les problèmes de fond et sur les réalités du changement climatique. Parce que c'est pas un mythe, c'est pas juste une angoisse, c'est une réalité, en fait. Les habitants, dans ce reportage, le montrent. C'est vraiment quelque chose qui est déjà là. Et c'est quelque chose qu'on devrait combattre maintenant. Donc je me demande, est-ce que vous, dans vos partis, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement faire cette passerelle avec le monde scientifique qui vous donne des preuves et vos engagements politiques dans votre travail de député? Dans quelles conditions vous travaillez? Dans quelle manière vous mettez en place ces débats sur ces mesures sur l'écologie? Je crois que 2 d'entre vous font partie de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? C'est ça. Sébastien Imbert. Alors oui, sur la question, moi je pense que évidemment c'est aussi une question de priorisation et de financement. On sait aujourd'hui que évidemment il y a les problématiques qu'on a pu voir dans le reportage lié à l'eau potable, où on sait qu'il va falloir de plus en plus multiplier les interconnexions. Alors certains conseils régionaux aujourd'hui commencent à financer ces interconnexions. Il y a évidemment la question des industriels aussi qui pompent, et je crois que beaucoup d'entre eux là, dans l'Aude, on voit bien que ce n'est pas les industriels qui ont pompé. Là, ce n'est pas les industriels, mais si on prend globalement... plus une goutte. Si on prend globalement le sujet, il y a aussi l'industrie qui a réduit massivement aussi son pompage en se modernisant. Mais la question, c'est comment aujourd'hui on finance l'eau? Parce que on a des redevances pour pollution qui sont aujourd'hui encaissées pour les agences de l'eau, mais tout n'est pas redistribué aux agences de l'eau, ce qui fait qu'on se retrouve avec des problématiques sur la consolidation et la modernisation des réseaux d'eau potable, mais aussi sur l'assainissement non collectif. Et on parlait tout à l'heure de la ruralité. Quand vous avez en ruralité des personnes âgées qui se prennent des amendes parce qu'elles ont un système d'assainissement individuel qui n'est plus aux normes et qu'elles doivent sortir 15 000 €, c'est aussi compliqué parce que derrière, il n'y a pas les financements nécessaires fléchés vers ces aides-là spécifiques. Et donc, je pense que c'est une question de priorisation et surtout, l'argent qui rentre dans les agences de l'eau doit aller pour le financement de l'eau et pas dans les caisses de l'État. Voilà, ça aussi, c'est une problématique qu'il faudra résoudre. Sandrine Lefeur. Oui, moi j'ai siégé à l'agence, au comité de bassin Loire-Bretagne, donc je connais bien le sujet. Et on a vu sur la carte qu'il y a une partie de la Bretagne qui est en rouge ou en orange. Moi j'ai donné du foin à mes moutons, je suis dans le Finistère, j'ai donné du foin à mes moutons à l'été 2022 parce que mes pâtures étaient jaunes. Donc vous voyez, même en Bretagne, on est confronté à ça. Et j'ai des pommiers qui ont fleuri au mois de novembre. Vous voyez bien le décalage que je peux vivre au quotidien. Mais je m'inscris un petit peu en faux sur ce qui a été dit parce que les taxes qui sont prélevées
pour l'eau, notamment la redevance pour pollution diffuse que les agriculteurs payent, ce sont des taxes affectées. Et des rares taxes affectées que les parlementaires aimeraient en mettre beaucoup plus d'ailleurs, et elles retombent entièrement sur les agriculteurs. Elles sont redistribuées aux agriculteurs à travers ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales, des MAEC. Donc ça, ce sont des taxes qui n'ont pas été augmentées suite à la colère des agriculteurs. Moi, je milite pour qu'on puisse augmenter de nouveau ces taxes que les agriculteurs doivent payer. Il faut savoir que le financement de l'eau, c'est majoritairement l'usager qui le payent. Ce sont ni les industriels ni les agriculteurs. L'année dernière, dans le dernier projet de loi de finances, on a rehaussé la participation des industriels, notamment de l'agroalimentaire. En Bretagne, on a été pas mal sollicités, mais c'est normal qu'ils prennent leur part parce qu'ils utilisent aussi de l'eau. Et donc, on a tout un financement autour de l'eau qui doit être revu parce qu'aujourd'hui, c'est l'usager qui paye beaucoup plus que l'industrie et les agriculteurs. Et pourtant, les agriculteurs et les industriels consomment et polluent aussi. Mais la question que posait CND, c'était aussi quelle oreille attentive vous avez à l'égard des études que vous fournissent des scientifiques. Ce sera son métier plus tard. Bien sûr, mais dans la commission, on va vous écouter. Je suis présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et j'attache une grande importance à ce qu'on auditionne des scientifiques. Il y a des scientifiques qui nous guident. Après, je pense qu'on est 2 députés ici qui travaillons beaucoup avec les scientifiques et qui donnons une grande importance à la parole des scientifiques. Donc vous avez peut-être pas les bons exemples ou les mauvais exemples devant vous, mais en tout cas, moi, j'y suis très attachée. Et au sein de mon groupe parlementaire, on organise très régulièrement des rencontres avec des scientifiques pour les sensibiliser, pour sensibiliser ceux qui Mais alors moi, j'ai envie d'ajouter une question à ce que disait CND. Par exemple, pour ces habitants de l'Aude, alors bon, c'est dommage, on n'a pas un député de l'Aude avec nous ce soir, mais est-ce que vous en parlez en commission ou dans l'Assemblée du cas de ces départements qui n'ont plus d'eau, qui font appel à des camions-citernes et qui vont sans doute faire appel à ces camions-citernes pendant des années encore? Ça fait 3 ans que la sécheresse, elle dure dans ces départements. Peut-être même au-delà de l'Assemblée, vous parliez de comment est-ce qu'on s'organise même dans les partis politiques. Moi, j'appartiens à un parti politique, les écologistes, on a un comité scientifique, on est proche d'une fondation qui est aussi dirigée par Cédric Villani, qui est un scientifique également et qui nous permet de nous éclairer nos débats politiques avec ces apports-là. Et puis, on a des élus locaux, des militants qui nous alertent sur ces situations. On va les rencontrer, on va rencontrer les collectivités territoriales, les acteurs institutionnels. Et donc, en fait, on ne les découvre pas et on en fait des débats. Moi, ce que j'aimerais, parfois, c'est qu'on ait une forme de fact-checking scientifique à l'Assemblée nationale. Parce que, je ne sais pas, qu'il y a un espace dédié dans l'hémicycle et que parfois, il y a des scientifiques qui disent « Oh, stop, là, il y a trop de bêtises qui sont racontées. En réalité, c'est ça la science et ce sont ça les faits. » Parce que franchement, quand on est expert d'un sujet et qu'on regarde les débats, ça doit être parfois un peu frustrant de ne pas pouvoir intervenir directement, étant donné ce qui peut être raconté. Et donc, je suis sûre que CND, elle a déjà pesté chez elle en écoutant vos débats. Mais bien sûr, et que ces scientifiques qu'on auditionne en commission, qu'on puisse parfois, mais franchement, que ce ne soient pas des auditions qui soient un peu factices, mais qu'il y ait une vraie participation. C'est le rôle du CESE, ce comité social... comité économique et social. Économique et social, merci. Environnemental, c'est le dernier compte. Ce CESE, il peut être mobilisé, par exemple, pour éclairer nos débats sur des propositions ou des projets de loi. Mais il ne le fait pas assez souvent, on ne lui demande pas assez souvent et ce serait pourtant très utile. C'est Mariette qui va nous éclairer à présent. Mariette, elle nous écoute depuis tout à l'heure, elle avait envie de parler d'écologie, mais aussi du mot climat. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est devenu familier, ça fait partie de notre quotidien, mais en fait on ne le connaît pas si bien et c'est ce que vous allez nous apprendre. Oui, vous en avez parlé bien sûr du climat. Alors c'est un vieux mot, Adeline bien sûr, mais qui est venu dans notre débat collectif comme une sorte de personnage récurrent qui est là. Depuis le sommet de la Terre à Rio, c'était en 1992. Et on a commencé à parler de changement climatique à ce moment-là, alors qu'on parlait de réchauffement climatique, de global warming. Et ce n'est pas innocent de passer du réchauffement, dont on voit les effets aujourd'hui, à l'idée d'un climat qui est plus large. C'était demandé par certains scientifiques et par des ONG, parce que le climat, il y a dedans le dérèglement des tempêtes, la montée de l'eau des océans, les canicules et le froid, etc. Mais c'est ce changement de vocabulaire qu'il faut regarder bien en face, parce que l'environnement,
dont on parlait avant, c'était une vision horizontale, c'est ce qui nous environne, c'est autour de nous. Alors que le climat, ça nous met dans un axe vertical. Hein. On regarde en fait vers le haut, parce que le mot climat remonte à un mot grec qui veut dire dominer, faire une courbe au-dessus de nos têtes. Un toit au-dessus de nos têtes. Ça vient d'une vision du monde. Klinein. Klinein, ça veut dire, d'ailleurs, incliner, s'incliner, ça vient de là. Et ça vient bien sûr d'une vision du monde. On ne savait pas encore à l'époque que la Terre tournait autour du Soleil. On la voyait comme un plancher sur lequel un toit venait de manière très hermétique s'apposer. Et c'était important que justement ce soit bien fermé, si on veut, pour protéger la Terre. C'est l'idée qu'on a eue avec la couche d'ozone, avec la serre. Quand on parlait des gaz à effet de serre, on imaginait très bien une cloche au-dessus de nous, comme ça. Oui, c'est ça. Donc le vocabulaire, il est très imagé à ce moment-là. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de ce que les scientifiques peuvent amener sur un plan rationnel, et en particulier positif. La couche d'ozone, je parle sous votre contrôle, mais dans ce que j'ai lu, la couche d'ozone est relativement réparée aujourd'hui. On ne parle plus du fameux trou. C'est incroyable, on n'en parle plus, alors que c'est justement le résultat d'actions extrêmement positives. Tout se passe comme si on était encore des hommes de l'Antiquité, avec le climat au-dessus de nos têtes, comme Zeus, qui allait nous balancer ses foudres. Donc voilà le problème pour moi aujourd'hui avec ce mot. C'est important de le regarder en face, parce qu'en fait, il a deux dimensions très scientifiques, et on n'écoute pas assez les scientifiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Seindé tout à l'heure. Il faut absolument que le savoir, l'intelligence humaine nous aide à continuer la route. Et la deuxième jambe, elle a pris le pas aujourd'hui. Elle est imaginaire, elle est mythologique. On entend trop les écologistes disant, je ne dirais pas punitif, je dirais plutôt fataliste, doloriste. C'est plutôt ça, c'est de l'imagination négative, comme si l'homme devait payer une faute quelque part, hein, la faute d'avoir déréglé le fameux climat. C'était même la dette climatique dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est clair que c'est deux types de discours qui ne diffusent pas le même climat dans les débats. Voilà, parce que ce mot climat, il nous plaît quand même, hein, finalement. Oui. Et la métaphore, elle se file beaucoup, et justement dans le monde politique. On parle par exemple souvent de climat délétère. Non. Non. Voilà, parfois, non, quand les débats sont trop durs. Bon, alors ça nous invite à regarder le mot pas global, pas majuscule, pas comme un dieu, mais comme une réalité humaine, et au pluriel. On apprend qu'il y a des climats différents, en tout cas qu'il y avait, continental, océanique. En France, nous avions un climat tempéré, ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Et donc, on a toujours cette idée que le climat est global et qu'un même ciel déréglé est au-dessus de toutes les têtes de tout le monde. Alors, pour finir, Adeline, là-dessus, pour essayer de lutter un peu avec ça, il y a un mot climat qu'il faut reprendre, qui est très ancien, qui est très médiéval, qui vient de la campagne, qui est agricole. Et le climat, il reprend son petit sens d'origine, et il désigne un coteau dont on avait mesuré l'inclination au millimètre près. Et c'était un art agricole qui reste aujourd'hui. Si je donne un exemple, il n'y en a pas partout, mais quand on parle en Bourgogne, des climats de Bourgogne, ça ne veut pas dire qu'il y a un microclimat qui fait meilleur qu'ailleurs, mais ça veut dire que des vins sont, avec beaucoup de précision, cultivés sur ces petites collines, elles-mêmes extrêmement mesurées. Et figurez-vous, Adeline, c'est important, c'est au patrimoine international de l'UNESCO. Les climats de Bourgogne. Ah, c'est fou. Les climats de Bourgogne, en fait, tout nous ramène toujours au vin. Hein. Pardon Mariette, mais vraiment. Tiens, moi, je voulais donner la parole maintenant à Clément. Clément, vous avez cofondé Ma Petite Planète. De quoi s'agit-il ? Bonjour, du coup je suis l'heureux cofondateur d'une association qui s'appelle Ma Petite Planète, dont la mission c'est la sensibilisation mais surtout le passage à l'action d'un maximum de personnes pour la préservation de la planète et du vivant. Concrètement, on déploie un challenge de défis écologiques et en fait moi c'est parti il y a 5-6 ans du sentiment de j'avais du mal à embarquer mon entourage sur le sujet, je me retrouve aussi dans l'approche culpabilisante, ça marche pas, et donc l'idée c'était de donner envie aux gens de se saisir du sujet, de comprendre et de passer à l'action en leur facilitant le passage, voilà. Et l'idée concrètement, c'est qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de casser le triangle de l'inaction. On constate qu'il y a d'un côté les citoyens, de l'autre les pouvoirs publics, et le dernier point, ce sont les entreprises. Et aujourd'hui, on a l'impression quelque part que chacun se renvoie la balle et les responsabilités sur « Ok, on n'est pas à la hauteur des enjeux » et on est vraiment
très loin d'être à la hauteur des enjeux par rapport à l'urgence écologique. Et je suis content de voir que les Français s'en rendent compte et vous demandent d'agir davantage, tous respectivement, sur le sujet. Et Ma Petite Planète, vous intervenez dans les écoles, vous intervenez dans les entreprises? À date, on a eu 648 000 participants, donc il y a une vraie... traction dont on a bénéficié depuis 5 ans et demi. Voilà. Ça a commencé avec le grand public. On déploie le challenge dans les entreprises, les collectivités, et on a certaines collectivités qui sont passées à l'action. Et si vous avez des recommandations pour nous, je prendrai. Mais alors, quelle question avez-vous envie de poser ce soir à nos 3 députés? Voilà, et aussi dans les écoles de la petite section, la terminale. Et chaque enseignant peut s'en saisir avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, ma question, c'est aujourd'hui, face à cette inaction globale qu'on constate, comment vous, en tant que député, vous proposez des lois qui favorisent finalement le fait que chacune des 3 parties, citoyens, pouvoir public et entreprises, s'entraînent et pas se renvoient la balle et les responsabilités? Moi, je partage complètement votre discours. Je pense qu'on a trop tendance à se renvoyer la balle, comme vous dites, et je crois que c'est très important qu'on puisse agir tous ensemble, parce qu'on voit bien qu'on peut décider de lois magnifiques à l'Assemblée nationale, mais que si les citoyens ne sont pas prêts, on voit ce que ça donne avec les bonnets rouges, les gilets jaunes, etc. Donc c'est très important que les lois que l'on peut porter à l'Assemblée nationale, on les co-construise avec les citoyens, avec les entreprises. Et c'est pour ça que je trouve que l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat, c'était une très bonne initiative, parce qu'on a vraiment pris des gens de tout horizon, on leur a expliqué avec des scientifiques les enjeux écologiques, ils en ont pris conscience, même si ils étaient très éloignés les uns des autres au début. Et ils ont abouti à des conclusions communes. Les CESE, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un lieu de consensus avec des entreprises, etc. Et c'est très important, en tout cas, pour ma part, je le fais, mais je pense que plus de députés devraient le faire, c'est vraiment travailler avec ces citoyens-là et le bloc entreprise pour qu'on avance ensemble. Alors après, on dira toujours que ça ne va pas assez loin, parce que forcément, quand on travaille avec tout le monde, avec des gens qui ne sont pas convaincus aussi, parce que visiblement, ici, on est quand même tous plus ou moins convaincus, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Et c'est à ceux-là qu'il faut aller parler. Et c'est ceux-là qu'il faut embarquer. Parce qu'aller discuter avec des gens qui sont convaincus, c'est bien, on passe un bon moment tous ensemble et on est tous d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les gens qui ne sont pas convaincus, qui ne savent pas comment faire, qui ont des appréhensions aussi. Et c'est là tout l'enjeu, en tout cas, moi, de ce que je peux faire au quotidien en tant que député. Sébastien Imbert, c'est vrai que depuis le début de l'émission, on a beaucoup revenu cette expression d'écologie punitive, et on l'a vu notamment quand vous étiez favorable à la suppression des zones à faible émission. Si demain, le RN est au pouvoir, que faites-vous pour limiter l'impact du réchauffement climatique? Écoutez, on a des principes de bon sens dont j'ai rappelé tout à l'heure, par exemple, le localisme, c'est-à-dire privilégier les circuits courts, notamment dans la commande publique. Je pense par exemple pour nos cantines scolaires. Aujourd'hui, on est bien loin des objectifs qui pourraient atteindre 50%. Pourquoi? Parce que y a la question évidemment du coût, du prix de production et cette limitation aussi qu'ont les collectivités publiques. Mais moi, j'estime que c'est aussi à la collectivité publique de faire l'effort pour assurer aussi un carnet de commandes important à nos agriculteurs. C'est produire au plus près, recycler au plus près, faire en sorte de ne pas dépendre de pays de l'autre bout du monde. Et là où j'ai un problème avec l'écologie imposée avec le véhicule électrique, par exemple, c'est qu'on est en train de tuer notre tissu industriel français alors qu'on avait des moteurs thermiques et des moteurs diesel qui étaient modernes et dont on avait réussi, et j'ose espérer qu'on va revenir aussi au thermique, parce que je pense que c'est important, parce que... Est-ce que franchement, est-ce que ça en prend la direction? C'est au niveau européen, interdiction des ventes de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. 2035, c'est demain, c'est dans 10 ans. L'Allemagne est en train de faire marche arrière. Voilà, il y a des constructeurs automobiles aussi qui tentent en ce moment de négocier pour faire sortir de cette interdiction, par exemple, des véhicules utilitaires ou les hybrides, les emballages. Je vous vois bondir. Moi, je suis très tranquille avec la question automobile. C'est un secteur qui fait vivre ma famille depuis, je pense que la voiture existe. Ça fait 3 générations que ma famille sont des garagistes qui travaillent dans le secteur de l'industrie automobile. Donc, j'ai pas de problème, je suis pas anti-bagnole du tout, etc. Mais
de continuer de défendre un modèle de moteur thermique. C'est un modèle où, et ma collègue l'a rappelé, il y a des morts de la pollution de l'air. Donc en fait, c'est. Mais qui roule en électrique parmi vous? Mais attendez, je vais vous répondre. Et ensuite, il y a la question de. Enfin, c'est une prison financière aussi, les moteurs thermiques. L'essence, le diesel va coûter de plus en plus cher. Mais sans doute, mais sauf que là, d'ici à 10 ans, les gens ne peuvent pas... Oui, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut libérer les gens de leur bagnole. Parce qu'en fait, on doit pouvoir avoir le choix. Que la voiture, ce ne soit pas notre seul mode de transport. Quand on a des trains qui, par exemple, entre Limoges et Guéret, arrivent tout le temps à la bourre, eh ben, c'est impossible pour les gens de travailler à Limoges quand ils viennent de Guéret. Les gens, ils ont le droit aussi d'aimer rouler en voiture et de ne pas avoir envie de prendre le train. Mais moi, je leur impose jamais. Mais je ne vais pas derrière les gens en leur disant si vous ne prenez pas le train, je vous donne une fessée. D'ailleurs, je suis contre la violence. Oui, donc soyons contre les fessées. Sandrine Lefeur, un dernier mot et on a terminé. Un dernier mot, c'est un enjeu écologique, mais c'est un enjeu industriel parce qu'en fait, la Chine aujourd'hui est en pointe sur les véhicules électriques. Et si on ne dit pas à nos industriels européens et français qu'il faut y aller, on perd la bataille. BYD, c'est le Chine de la voiture qui arrive aussi. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Ça passe très vite, 1 heure. Vous avez vu, voilà, c'est ça. C'est une émission d'1 heure. C'est comme ça. Je vous remercie infiniment d'être venus, vous aussi, ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte et d'avoir interpellé les députés. Merci Mariette d'avoir été là. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Elle est aussi disponible sur lcp.fr en replay. Tout de suite, lundi, c'est 19h30. C'est lundi, c'est politique. Francis Letellier recevra Marc Fesneau. Nous, on se retrouve donc mardi. Je vous souhaite une belle fin de semaine sur le canal 8 LCP. À mardi.